Donc, bonjour à tous. Donc, juste pour me présenter rapidement, je m'appelle Laura Nugre et je travaille à Laval Mayenne Technopole. Je m'occupe de l'animation de la filière du numérique en Mayenne. Donc, plus concrètement, l'objectif de la filière, c'est de vous accompagner dans la transformation digitale de votre entreprise. Donc, pour cela, on a plusieurs actions en place, comme l'organisation d'événements comme ce matin, la diffusion d'informations, donc des aides auxquelles vous pouvez avoir droit pour vous numériser, des offres d'emploi, des CV, des événements qu'on diffuse sur nos supports de communication, sites internet, newsletters et réseaux sociaux. Et on vous met également en relation avec les prestataires du département qui correspondent à vos besoins et à votre projet. Et plus largement, à Laval Mayenne Technopole, nous accompagnons les startups, les PME, les artisans dans leurs projets d'innovation et aussi donc dans l'intégration de nouveaux outils numériques. Donc voilà, donc si vous avez des projets numériques, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, pour rapidement rappeler, nous, Clarté, qui nous sommes, donc Clarté, nous sommes un centre de ressources technologiques spécialisé dans les technologies de réalité virtuelle, réalité augmentée, et plus récemment, nous travaillons également sur les sujets autour de l'intelligence artificielle. Donc, nous fêtons nos 25 ans cette année, donc ça fait effectivement un moment qu'on travaille sur ces sujets-là. On en a plusieurs à notre acquis, on a pu en accompagner plusieurs. Nous sommes situés à Laval, au Laval Virtual Center pour ceux qui connaissent, et puis nous avons également une antenne à Saint-Nazaire, au Technocampus Smart Factory, ce qui nous permet voilà, d'accompagner plus facilement les entreprises de la région grâce à ces différentes antennes géographiques. Donc chez Clarté, nous faisons plusieurs choses. Une première mission qui concerne tout ce qui touche à la sensibilisation au conseil, donc sensibiliser à l'existence de ces technologies, à leurs usages en milieu professionnel, et puis conseil dans le sens où on va pouvoir accompagner les entreprises rencontrées qui souhaitent aller plus loin, donc dans la définition de la solution recherchée attendue via notamment la rédaction d'un cahier des charges techniques pour ensuite les mettre en relation avec des prestataires qui, eux, se chargeront du développement de la solution. Clarté, et ça fait lien avec notre deuxième métier qui est de faire de la recherche et du développement, on intervient sur le développement de la solution uniquement si si on est sur une solution dite innovante, entre guillemets, qui nécessiterait à lever des verrous technologiques, où là, on partirait sur une étude de faisabilité, le développement d'une preuve de concept, etc. Sinon, on aura plutôt tendance à faire de la mise en relation avec des prestataires existants qui pourront vous accompagner soit dans le développement ou dans la prise en main de leur solution. Donc voilà, nous avons différents clients historiques, dont des acteurs de la construction, comme Saint-Gobain ou Vinci. Alors, avant effectivement de laisser la parole à nos intervenants, je vais rappeler quand même rapidement quelle est la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc, réalité virtuelle, le principe, ça va être de vous immerger dans un environnement totalement virtuel, coupé de votre réalité du moment, dans lequel vous allez pouvoir interagir. Donc, très souvent, ça se fait au travers d'un casque de réalité virtuelle. Et à l'aide de contrôleurs de manettes, vous allez pouvoir donc interagir dans cet environnement, vous déplacer, saisir des objets, réaliser des plans de coupe, prendre des mesures. Enfin, on peut imaginer tout type d'interactions qui justement sont des fonctionnalités définies lorsqu'on rédige le cahier des charges. Mais voilà, ce qu'il faut bien noter, c'est le fait d'être dans un environnement virtuel différent de sa réalité du moment et dans lequel on va pouvoir interagir. Donc effectivement, la base de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, c'est bien sûr la maquette 3D. Donc il y a différents métiers qui interviennent. Il va y avoir tout ce qui touche à la CAO, au dessin en 3D, à tout ce qui est infographie pour apporter un rendu plus réaliste à la maquette 3D. Et puis on parle aussi beaucoup de vidéo 360, ça c'est des choses que vous avez peut-être pu expérimenter. Là on considère effectivement que ça fait partie de la réalité virtuelle. La différence entre vidéo 360 et réalité virtuelle, c'est qu'une vidéo 360, certes vous avez une vue à 360 dans votre casque, par contre vous êtes plus spectateur qu'acteur de cet environnement. Vous allez avoir moins d'interactions, en tout cas elles vont être limitées.
On peut utiliser différents équipements pour faire de la réalité virtuelle. Donc, comme je le disais, effectivement, les casques qui sont aujourd'hui très répandus. Mais on utilise également toujours ce qu'on appelle des cubes immersifs ou des caves qui correspondent à plusieurs écrans sur lesquels on va venir projeter une maquette numérique. Et la personne au centre, en fait, va être équipée de lunettes qu'on appelle stéréoscopiques qui vont lui permettre d'avoir une vue 3D de cette maquette et donc d'avoir une sensation d'immersion dans cette maquette à taille réelle. Par exemple, si on vient projeter la maquette d'un futur bâtiment, la personne aura vraiment la sensation d'être dans ce futur bâtiment puisqu'il pourra le visualiser à taille réelle et se déplacer dans cet environnement virtuel à l'aide, encore une fois, de manettes où il va pouvoir un petit peu se téléporter dans l'espace. Concernant les casques, il y a différents types de casques. Effectivement, il y a des casques qui vont être compatibles avec des PC, donc qui vont être câblés et rattachés à un PC. Et d'autres casques qu'on appelle standalone qui, eux, sont totalement embarqués, en fait, ne sont pas rattachés à un PC, qui offrent une plus grande mobilité, mais qui, à contrario des casques couplés à un PC, proposent une puissance de calcul un peu moindre. Donc, tout dépend de l'expérience en fait, qu'on souhaite proposer. Le choix du matériel est effectivement fonction de l'expérience qu'on souhaite offrir en réalité virtuelle. Voilà, là, ce sont quelques exemples d'usage du cube immersif, permettre de faire de la revue de projet, de l'aide au design, permettre l'évaluation ergonomique d'un futur poste de travail, par exemple, pour appréhender, anticiper d'éventuels risques de TMS. Donc, on peut visualiser le poste de travail en réalité virtuelle et optimiser la maquette en fonction de ce qu'on constate par rapport à la posture de l'opérateur, puisqu'on va capter, traquer sa posture. Et donc, ça va permettre d'anticiper d'éventuels risques de troubles musculo-squelettiques parce qu'on aura visualisé sa posture et on saura tout de suite si elle est convenable ou pas. Et en fonction de ce qu'on constate, on optimise cette maquette. Donc, par exemple, on peut relever le plan de travail, rapprocher les bacs si la personne est sur un poste où on a besoin de se pencher à droite ou à gauche. Voilà, donc quelques exemples d'usage de ce type de matériel. Et donc tout à l'heure, je vous parlais effectivement d'interaction dans cet environnement virtuel. Pour interagir, on utilise principalement ce qu'on appelle des contrôleurs, donc des petites manettes qui permettent différents types d'interaction, d'avancer, de saisir des objets, etc. Il y a d'autres, effectivement, modes d'interaction, des gants, des petits capteurs qu'on va pouvoir mettre au bout des doigts qui vont traquer les mouvements de manière plus précise. Il y a des tapis qui permettent d'avoir vraiment la sensation de se déplacer plus naturellement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on retrouve quand même principalement avec les casques les contrôleurs. Et donc, réalité augmentée, comme son nom l'indique, on va augmenter la réalité, c'est-à-dire qu'on va continuer de voir son environnement réel sur lequel on va venir ajouter du contenu virtuel. Donc, au travers de lunettes, de tablettes, de smartphones, on va venir apporter de l'information en réalité augmentée pour guider l'opérateur, par exemple, dans des opérations qu'il aurait à faire sur son poste de travail, de savoir à quel niveau, où porter son regard, quelle action faire, etc. L'intérêt de la réalité augmentée, en fait, c'est que vous pouvez apporter la bonne information au bon endroit, au bon moment. Donc, les usages de la réalité virtuelle et augmentée dans le secteur du bâtiment, ils sont nombreux. Au sens large, en fait, ça permet de faire de la prévention des risques, par exemple, prévenir des risques de chute en hauteur. On peut imaginer développer un scénario où vous mettez en situation des personnes sur un échafaudage et donc on va leur demander de réaliser différentes choses. Et de cette manière, ça permet à la personne de vivre la scène telle que si elle y était en réalité et de lui faire prendre davantage conscience des risques à, par exemple, ne pas respecter les bonnes pratiques, à ne pas s'arnacher, etc. L'intérêt étant qu'on peut entre guillemets, simuler un accident sans mettre en péril la vie de la personne. L'idée, bien sûr, ce n'est pas de la traumatiser, mais c'est de lui faire vivre la scène comme si elle y était pour être vraiment, avoir la sensation d'avoir vécu déjà la scène et d'être d'autant plus sensible lorsqu'elle sera sur le terrain. On peut utiliser également ces technologies pour faire de la formation. Former un geste technique, par exemple. Pour notre part, nous avons développé une solution de réalité virtuelle qui permet de former à la peinture industrielle en réalité virtuelle. Donc, la personne, en fait, se retrouve dans une cabine de peinture
face à une pièce virtuelle à peindre. Et à l'aide de sa manette qui fait office de pistolet, elle va venir apposer de la peinture sur la pièce virtuelle. L'objectif étant d'acquérir le bon geste. Donc elle voit la peinture s'apposer en temps réel et derrière, elle peut analyser son geste. Est-ce qu'elle a mis trop ou pas assez de peinture? Est-ce que la trajectoire de son poignet était bonne, etc. L'objectif de ce type d'application, c'est de s'auto-former, d'avoir une application disponible aussi souvent que nécessaire. On est sur de l'utilisation de matière virtuelle, hein, donc en termes d'économie aussi de matière, c'est pas négligeable. La solution, elle est tout de suite, à partir du moment où elle est développée, elle est ensuite disponible, la personne met son casque, elle est tout de suite en situation de formation. Donc il y a de nombreux avantages à passer par la réalité virtuelle pour ce type de pratique. On peut faire de la revue de conception également, visualiser un prototype par exemple, en réalité virtuelle, sans passer systématiquement par l'étape de prototype physique. Et puis interagir à plusieurs autour de ce prototype, donc soit pour le bureau d'études en interne, pouvoir mieux échanger, collaborer sur un projet commun, ou faire de la revue tout simplement, comme on le voyait tout à l'heure, avec ses clients par exemple, de faire visiter un futur bien, un futur projet, une cuisine, des combles, un agrandissement, une extension sur une maison, etc. Marketing commercial, donc ça ce sont des usages qui sont un petit peu plus connus, répandus, c'est de présenter ses produits en réalité virtuelle ou réalité augmentée, d'avoir en quelque sorte un catalogue virtuel, qu'il soit présenté en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, mais de présenter ses produits et disons plus largement la gamme de tous ces produits. Quand on est sur un salon par exemple, c'est vrai qu'on n'a pas la possibilité de tout présenter. L'intérêt de ce type de solution, c'est qu'on a un catalogue embarqué sur lequel on peut plus largement montrer tout ce qu'on propose. Ensuite, on peut utiliser également ces technologies pour faire tout ce qui est préparation de chantier, visualiser un futur chantier pour anticiper d'éventuels problèmes d'accessibilité, etc. par exemple. La réalité augmentée va être aussi beaucoup utilisée pour tout ce qui est aide sur le chantier, par exemple guider un ouvrier dans ce qu'il aurait à faire. Par exemple, on a eu des exemples de projets, c'était Microsoft, le casque HoloLens. En fait, le maçon est équipé de ce casque-là et en fait, sur des montages de murs assez techniques spécifiques, il va être guidé pas à pas sur la manière de poser telle ou telle brique à tel endroit. Donc en fait, il va être guidé en réalité augmentée, on va lui montrer à quel endroit poser la brique et ça va lui permettre d'être guidé en fait au fur et à mesure pour monter son mur de cette manière. Et puis voilà, exploitation d'un bâtiment par exemple, les personnes en charge de l'exploitation d'un bâtiment peuvent avoir accès à l'information réalité augmentée. Par exemple, lorsqu'elles se déplacent dans le bâtiment, elles peuvent voir en réalité augmentée sur les machines des informations s'afficher comme les températures de chauffe de la machine. Est-ce que il y a éventuellement un risque de panne ou autre? Voilà, il y a différentes informations qu'on peut retranscrire de cette manière et qui facilite en fait le travail, le gestionnaire du bâtiment. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, effectivement, c'est tout ce qui touche à la prise de mesure, la génération de plans. Donc il y a effectivement beaucoup de solutions qui existent aujourd'hui. Là, je vous ai juste mis un aperçu de quelques applications mobiles disponibles sur smartphone ou tablette qui permettent pour certaines de faire de la prise de mesure. Par exemple, plutôt que d'utiliser un mètre classique, on va utiliser une application disponible sur son smartphone qui va permettre de mesurer une distance d'un point A à un point B. Je vais vous montrer juste après une petite vidéo. Et puis il y a d'autres applications qui, elles, vont plus loin, qui permettent également de générer des plans 2D, des maquettes 3D. Finalement, ce sont des applications de scan. Donc j'ai deux exemples voilà, que je vais pouvoir vous présenter. Vous voyez là, par exemple, c'est une application de mesure qui, elle, permet voilà, de prendre des distances d'un point A à un point B. Donc là, en l'occurrence, dans la vidéo, on vous montre quelle est la précision par rapport à un mètre réel. Et donc, vous voyez, là, la personne, par exemple, elle vient mesurer les dimensions d'une porte. Donc, en cliquant d'un point à un point B, donc on peut imaginer voilà, utiliser ce type d'application pour relever des métrés dans un bâtiment existant quand on est sur des projets de réhabilitation.
Et puis l'autre application Magic Plan, hop, qui elle va permettre effectivement de prendre des mesures, mais d'aller un petit peu plus loin aussi, en permettant derrière, je vous montre, donc là la personne a relevé, a pris ses mesures, voilà, elle identifie à quoi correspond tel ou tel objet, est-ce qu'on est sur une porte ou une fenêtre, et derrière en fait ça va lui permettre de générer un plan 2D et également une maquette 3D. Donc tout dépend des usages qu'on souhaite en faire, mais voilà, ce type d'application existe et permet déjà un gain de temps et un grand nombre de possibilités. Au-delà, bien sûr, hein, des applications qui vont nous être présentées juste ensuite, mais voilà, je voulais vous donner un petit aperçu de ce qui existe aussi marché. Et puis, voilà, également rappeler qu'il existe aussi tout ce qui est scanner laser 3D. Vous avez déjà certainement, vous avez dû en entendre parler, voire peut-être même avoir des démonstrations ou les utiliser pour certains. Donc, il y a beaucoup de scanners qui existent aujourd'hui sur le marché. Ces scanners-là, en fait, permettent de générer des nuages de points qui serviront ensuite dans les logiciels de dessin, en fait, et qui vont permettre, en fait, de générer les documents classiques comme des plans de 2D, encore une fois, des maquettes 3D. Donc les principaux acteurs du marché vont être notamment Leica, Faro, Trimble, ça ce sont les trois plus connus, je dirais, avec tous des tarifs également qui vont être plus élevés que des applications mobiles, hein, clairement, mais qui ont qui vont beaucoup plus loin en termes de capture de points et de précision. Je ne vais pas m'attarder plus sur le sujet. Je vais laisser la parole maintenant à eMapper, à Maxime, qui va vous présenter en premier lieu sa solution. Donc, n'hésitez pas en tout cas, par rapport à ce que j'ai pu vous présenter, à poser des questions dans le chat. Je vais les consulter et puis on y répondra après. Donc à eMapper, notre idée en fait, c'était alors on travaillait avec mon associé pour Mano Mano. Moi je m'occupais de l'équipe Data Science et mon associé avant ça était ingénieur industrialisation chez WeThings. Et en discutant avec des architectes, on s'est aperçu qu'en fait les relevés c'était quelque chose de très archaïque et que finalement les problèmes que les gens nous remontaient, c'était que ça prenait beaucoup de temps. Ils aimaient, enfin généralement les gens n'aimaient pas trop ça, que c'était très très dur d'avoir quelque chose dont on est absolument certain, c'est-à-dire que même, enfin, on fait plus ou moins des erreurs, mais en tout cas, tout le monde avait un petit doute latent lorsqu'il faisait un relevé de je me suis peut-être trompé cette fois-là, et que sur le marché, les architectes n'avaient pas vraiment de machines qui répondaient à leurs besoins, parce que soit on avait ces scanners 3D de géomètres, mais qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros et qui sont impossibles à rentabiliser pour des architectes ou des petits, architectes, cuisinistes, etc. Soit, il faut faire des plans toute la journée pour les rentabiliser. Soit on avait ces applications sur téléphone mobile, mais qui finalement vont avoir du mal à s'adapter à des bâtiments complexes. Et en fait, les bâtiments sont jamais carrés. Et donc, on a soit une imprécision relative de quelques pourcents, soit de temps en temps, Magic Plan ou ce genre de choses ne va pas marcher. Ça va souvent très bien marcher, mais parfois pas marcher. Et le problème, c'est que quand ça marche pas, on le sait pas forcément. Et lorsque après on a une erreur sur son plan, on est assez embêté. Et donc en partant de ces retours, on s'est dit on va essayer de créer un scanner simple, précis, rapide. Et donc on a fait un premier prototype qui faisait de la 3D. Et puis on s'est aperçu qu'on allait assez vite arriver à l'équivalent des scanners de géomètres, c'est-à-dire quelque chose de très très cher. Et donc en réfléchissant et en voyant quelqu'un travailler avec des nuages de points faits avec des scanners 3D, on s'est dit en fait l'information utile, elle est contenue dans le plan. C'est-à-dire que lorsqu'on on fait un scan 3D, on va prendre des millions de points dont toute une partie va être inutile. Et donc au lieu de prendre ces millions de points, on va se cantonner à faire simplement de la 2D. Alors on peut le mettre à l'horizontale ou à la verticale et faire des coupes sur le chantier qui après permettront de faire les plans. Alors le eMapper, donc c'est le petit truc
voit ici. Et donc l'idée c'était de faire quelque chose de très simple, qui était vraiment 20 minutes de formation pour apprendre à s'en servir. Il y a un seul bouton, ça tient dans une poche de manteau, ça peut scanner une trentaine de pièces, ça se charge sur un port USB, donc on l'a entièrement conçu, il est fabriqué à Vannes, et très très bon. La deuxième chose qu'on a essayé de faire, c'est quelque chose d'extrêmement fiable. Ça veut dire que on fait que de la mesure sans modélisation. Ça veut dire que il n'y a pas d'intervention d'un algorithme qui a toujours un taux d'erreur pour pouvoir dire ce que j'ai observé, les mesures sont ça, c'est-à-dire qu'on se cantonne à de la mesure sans faire de modélisation, et on fait de la mesure fiable, c'est-à-dire que aujourd'hui, maintenant, on doit avoir plusieurs dizaines de milliers de pièces qui ont été scannées, et on n'a pas eu d'erreur pour le moment. Et comme la machine est autonome, c'est-à-dire qu'on la pose sur un trépied au milieu de la pièce, on appuie sur un bouton, et puis elle tourne, il n'y a pas d'intervention humaine, et donc il n'y a pas l'erreur sur le relevé de j'ai noté un 6 à la place d'un 8, ou ce genre de choses. Au niveau de la précision, on est comparable à un télémètre, et ça fait c'est un système web, ça veut dire accessible de n'importe quelle machine à partir du moment où vous avez les identifiants, donc un ordinateur, un téléphone, enfin ce que vous voulez. Et la dernière chose, c'est compatible avec tous les outils de dessin vectoriel, donc Archicad, AutoCAD, très vite, et tout le système tourne sur nos serveurs, donc sur le web, donc il n'y a rien à installer sur son ordinateur, il n'y a pas à avoir une machine puissante ou ce genre de choses, tout est géré dans le cloud. Et donc on l'a mis on a mis la version finale sur le marché en septembre dernier. On a eu plein de retours très positifs d'architectes d'intérieur, d'agenceurs, de maîtres d'œuvre, cuisinistes. En gros, les gens apprécient le fait que ça leur fasse gagner du temps, de la précision et puis surtout de la fiabilité. C'est-à-dire que on a des architectes qui nous disent pour la première fois, j'ai des plans dont je suis absolument certain. Et ça me donne une sérénité pour la suite du projet énorme. Ça, vous pouvez aller voir notre compte Instagram si jamais vous voulez voir d'autres photos utilisateurs. Et en gros, ça va très bien marcher pour tout ce qui est bâtiment complexe, donc soit ancien, soit usé, soit ça va aussi marcher sur des bâtiments carrés, mais l'intérêt sera moindre que lorsqu'on a quelque chose de très compliqué. Donc comment ça fonctionne? On scanne les pièces, ça enregistre tout sur une carte SD, on upload ça sur la plateforme web. Une fois qu'on est sur la plateforme web, on a accès aux nuages de points avec les photos associées, et on peut assembler les nuages de points entre eux avec un petit système où on fait translater les nuages de points et où ils sont aimantés quand ils voient un nuage qui correspond. Et après, vous pouvez télécharger les nuages, les points en DXF et tracer par-dessus le plan. Alors comment ça fonctionne? Là, vous voyez, c'est un exemple de cage d'escalier. Donc vous avez le mapper et puis vous avez un point qui va faire le tour. Hop. Et les endroits où ça va faire gagner du temps, alors ça c'est une schématisation de à quoi peut ressembler un process de conception pour une agence d'architecture, et donc dès lors que vous avez de la conception, ça va être plus ou moins la même chose. Donc vous avez une première partie qui est le relevé lui-même. Alors là, le mapper étant autonome, vous pouvez le poser au milieu de la pièce et puis il se débrouille tout seul. Il est à 25 mètres de portée, il va tourner, il va faire un tour complet, puis il va enregistrer la donnée. Donc là, vous n'avez pas besoin d'être actif, c'est-à-dire que contrairement à un télémètre où il faut que vous preniez les mesures, que vous les reportiez sur un papier, etc., là, ça tourne tout seul. Donc vous avez juste à le poser de pièce en pièce. Donc sur un relevé d'un appartement de 100 mètres carrés, ça va vous prendre une demi-heure à peu près, et puis sur la demi-heure, vous allez vraiment travailler que 3 minutes, le temps de prendre le pied, le poser ailleurs, et puis appuyer sur le bouton. Sur la partie montage, il n'y a plus de doute, c'est-à-dire que ça devient du coloriage sur l'outil de dessin, parce que la mesure est déjà numérisée, vous n'avez pas à reporter de la mesure d'un papier vers
votre ordinateur. Et donc il n'y a pas de doute, d'hypothèse, de visite complémentaire pour vérifier des choses. Puis la dernière chose, c'est il n'y a plus d'erreur de mesure sur les chantiers. Ça veut dire que comme les plans sont justes, vous n'allez pas avoir le cas où il faut changer les plans de les caissons de la cuisine ne rentreront pas, ou la baignoire ne passe pas par la porte, ou je sais pas quoi. Et donc ça raccourcit considérablement le temps dédié à la collecte de données sur le chantier. Pour vous montrer quelques images très vite, donc ça c'est un exemple, donc le rayon est passé là, donc là on voit l'épaisseur du tableau, et on observe aussi que les points sont très bien alignés, et qu'il y a eu, en fait il n'y a aucun retraitement par-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une fonction qui est passée et qui a lissé en disant j'observe des points qui semblent être une droite, donc je dis que c'est une droite. Si le mur avait été légèrement bombé, on aurait vu que sur les points que le mur était légèrement bombé. Ça permet de vérifier très rapidement des plans. Donc là, c'est une superposition entre un plan existant et puis un relevé fait par le mappeur. Et vous voyez, là, on voit que la personne qui avait fait le plan s'est trompée dans ce mur-là, et puis après que tout le reste devient faux. Ça marche à la verticale. Donc, si vous avez besoin donc là, c'est un profil d'un hangar, donc une ancienne scierie. Alors là, l'image n'est pas zoomée, mais si on zoome, on voit le détail des poutres, on voit la fêtière, etc. Ça marche aussi quand c'est encombré, parce qu'on aura toujours des points qui vont passer, et donc on aura à la fois l'emplacement et la direction du mur. Pardon. Ça a marché pour des façades, pour faire des coupes verticales de façades en extérieur. Donc en intérieur, portée 25 mètres, voire plus, en extérieur, entre 12 et 20 mètres en fonction des conditions de luminosité. Ça va aussi très bien marcher pour voir les déformations des bâtiments. Donc là, c'est un exemple où une poutre s'était affaissée. Donc dans le couloir, on voit l'affaissement à la fois du sol et puis de la poutre au-dessus. Donc je vous montre la plateforme. Si jamais vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur imapper.tech/thank-you, et via ce lien, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous si vous voulez plus discuter de vos besoins et de toutes ces questions. Et est-ce qu'il me reste encore une minute ou pas, Capucine? Une minute, sans problème. Une minute sans problème, ok. Non, vas-y Maxime, une minute sans souci. J'ai tenu le temps. Donc ça, c'est un exemple de la plateforme. Donc là, qu'est-ce que j'ai tout simplement uploadé les données du mapper, donc qui étaient dans la carte SD, donc comme une clé USB, quoi. Et donc ça, c'est un exemple d'une pièce qui a été scannée. Hop. Voilà. Alors pour vous montrer à quoi ça ressemble, donc là, je zoome à fond, donc là on voit le montant de la baie vitrée sur la photo. Là on a un miroir, donc on a pris le reflet. Là on a le rideau. Hop, là on a le placo. Là on arrive sur le placard. Là on a des poignées. Hop, là on continue. Là on voit qu'il y avait une porte du placard qui était ouverte. Hop, on continue. Là, on a un petit joint creux. Ici, alors ça, c'est pourquoi la photo est importante, c'est que ça va permettre de savoir ce qu'on va représenter sur le plan ou pas. Donc, par exemple, ici, on a une lampe. Moi, on le voit sur la photo. Évidemment, on ne va pas la représenter. Voilà, on descend. Là, on a de nouveau une lampe. Un autre point intéressant, c'est que ici on voit que je suis aligné avec cet axe, et donc là quand j'arrive ici, alors je vais un peu dézoomer, en fait on voit que le mur ici part vers le bas, donc c'est typiquement le genre de choses où l'angle n'était pas exactement à 90 degrés, et qui va faire que au télémètre on va avoir des différences de quelques centimètres qui font que le meuble rentre ou pas, ou que bref, on a de l'imprévu ou pas. Voilà, là on voit le tableau en liège qui est là, là on a le rideau. Alors là il est passé à travers la fenêtre, donc on voit qu'il a pris l'immeuble qui est en face par la fenêtre. Hop, de nouveau la fenêtre, et puis là j'ai les montants de la baie vitrée qu'on voit ici. Hop, là je vois que la porte était ouverte, donc là on voit les points, etc. Donc ça c'est un exemple pour une pièce. Et après, on peut faire évidemment plusieurs pièces. Donc, on va garder les portes ouvertes. Et hop. Donc là, par exemple, alors on peut translater les pièces avec
et les faire tourner. Et donc, comment ça va se passer? Donc, je récupère toutes mes pièces, je les assemble à peu près, et après, je les connecte les unes avec les autres. Et ça vient bien se mettre parce que cette partie-là avait été scannée 2 fois, donc l'ordinateur les superpose. Et l'intérêt de ça, c'est que ça fait apparaître les épaisseurs de murs. Donc là, c'était un endroit un peu particulier où c'était une maison de ville, où là, c'est un garage qui donne sur l'extérieur, donc il n'y a pas d'isolation. Ici, je suis dans un cabinet de toilettes, et donc il y a une petite isolation. Vous voyez, on commence à voir ici la différence. Et puis après, là, on est enfin, l'ancien propriétaire avait installé un studio de musique. Donc on voit ici encore une surisolation. Et donc on va voir en fait apparaître là, si jamais je tire un trait, que les murs ont des épaisseurs différentes. Et alors après aussi, enfin un dernier détail, vous pouvez évidemment mesurer pour chaque point, puisque vous avez, c'est de la mesure pure, donc chaque point est une mesure indépendante et vous pouvez mesurer ce que vous voulez. Et donc une fois que vous avez assemblé ça, vous appuyez sur DXF. Et vous avez le plan DXF qui est ouvrable, enfin le nuage de points en DXF qui est ouvrable sur n'importe quel logiciel de dessin, donc Revit, SketchUp, AutoCAD, etc., etc. Voilà. Super. Eh bien, merci beaucoup Maxime pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. C'est Level S3D. On est une boîte technologique donc spécialisée sur le scanning 3D et le tout en réalité augmentée. Du coup, on a une application qui fonctionne sur le terrain, sur un iPad Pro. Donc, je précise bien parce que pour faire fonctionner notre application, en fait, il faut un petit lidar qui va aller chercher des points voilà, en volume. Donc aujourd'hui, l'appli est compatible sur un iPad Pro, elle le sera aussi sur un iPhone Pro 12. En fait, la particularité de ces deux devices, c'est qu'elles ont ce petit capteur dont on a absolument besoin. S3D Cloud, je vais le développer après, mais c'est la plateforme de réception des données, de l'ensemble des données que vous captez sur le terrain. Ensuite, on a évidemment, comme on est un peu des spécialistes de la numérisation, on s'est équipé d'un chariot mobile, tout en conservant la philosophie de Level S3D, c'est-à-dire le scan en mobilité et non pas posté. Ça, c'est important. Il y a une différence qui est un petit peu importante, notamment au niveau du gain de temps que peut apporter la mobilité dans la numérisation. Et puis là-dessus, on a développé aussi un algorithme qui s'appelle Automodel et qui est capable de simplifier le nuage de points parce que, comme le disait Maxime précédemment, effectivement, pour décrire un mur, on n'a pas besoin de milliers de points. En fait, il en faudrait 4 si je simplifie les choses. Et donc, cet algorithme va analyser ces plans et en faire un plan vectorisé. Et donc, simplifier l'approche du nuage de points. Donc, aujourd'hui, la S3D Capture en version 3 tourne sur un iPad Pro, donc, et génère, quand on commence à scanner, alors c'est assez simple, en fait, il suffit de filmer comme si on faisait une vidéo de la pièce dans laquelle on se trouve, et au lieu de récupérer simplement des éléments en 2D, on va récupérer une géométrie sous forme de nuage de points. Donc ça, je précise, ça reste un nuage de points. On peut, une fois que la numérisation a été faite, constater tout de suite sur le résultat in situ, c'est-à-dire voir si on a bien pris l'ensemble des éléments de la pièce ou des pièces que l'on voulait, pour être bien sûr de pas être passé à côté d'informations importantes. Et puis là-dessus, une fois qu'on a numérisé, ce qu'on peut faire, c'est prendre des notes. Donc, c'est-à-dire en réalité augmentée, positionner une annotation dans un endroit particulier qui va être donc géoréférencé dans le nuage de points, et cette annotation va donc suivre le nuage de points sur S3D Cloud. Et là, ça permet sur cette annotation d'ajouter des informations peut-être plus précises. Alors, soit du coucou textuel, voilà, des commentaires que l'on fait sur place parce qu'on a des éléments visuels, soit une photo, soit carrément une vidéo. Évidemment, tout ça va ensemble. On peut faire du texte, une photo et une vidéo. Et l'ensemble de ces données sont embarquées dans cette note 3D qui elle-même est géoréférencée et qui elle-même est dans ce nuage de points. Donc, je vous invite à aller sur le site de levels3d.com où là, vous avez une vidéo explicative d'1 minute 30, 2 minutes sur l'utilisation
des spécificités que je viens d'énumérer. Ensuite, pour faire un petit focus sur l'algorithme automodèle, parce qu'un des grands problèmes quand même, c'est le traitement du nuage de points. On peut avoir des données extrêmement lourdes à gérer. L'avantage d'S3D Capture, c'est qu'en fait, elle est faite pour faire non pas un bâtiment en entier, hein, il faut être réaliste, le LiDAR va aller chercher à 6-7 mètres, mais comme on peut bouger en même temps que l'on scanne, évidemment, le potentiel reste plus large que 6-7 mètres. Donc nous, ce qu'on conseille à nos utilisateurs, évidemment, c'est plutôt fait pour de la maison, de l'appartement, voire des locaux techniques, enfin, voilà, des surfaces raisonnables. Mais si on s'attaque à l'ensemble d'un bâtiment étage par étage, c'est évidemment pas S3D Capture qui va couvrir l'ensemble de ses besoins, mais en complément d'un autre système de scan, c'est déjà arrivé à certains de nos clients, où ils ont numérisé avec, par exemple, le chariot M6 que l'on utilise, et il y avait des endroits où le chariot ne pouvait pas passer, et donc on peut faire le complément du nuage avec S3D Capture. Et donc, pour revenir à cet algorithme, vous le voyez sur les deux photos, en fait, il va être capable d'analyser un nuage de points et d'en sortir automatiquement une vectorisation. Alors, à ce stade de développement, on voit donc la différence entre le nuage de points et automodèle. Je vous invite encore une fois à aller sur le site. On voit bien en GIF animé que ça matche parfaitement. Évidemment, l'algorithme aujourd'hui, il ne va analyser principalement que le bâti. On le voit bien là. Il a analysé les plans, il a analysé les poteaux, tout ça. Mais il n'ira, et ça s'arrêtera là, au niveau de l'analyse automatique. Après, nous, on est en train de l'enrichir avec de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que au fur et à mesure des scans que l'on accumule dans notre base de données et les scans que veulent bien nous partager nos utilisateurs, eh bien, on a construit un dataset qui est en train d'apprendre ce que c'est finalement qu'un bâti, parce que c'est pas simplement 4 murs fermés, il y a des fenêtres, il y a des ouvrants, enfin, il y a un certain nombre de choses. Et on est en train d'améliorer l'algorithme pour qu'il sache reconnaître un petit peu tout ça. Ensuite, le prochain gap pour nous, c'est toujours dans S3D Capture, et je fais une petite parenthèse là-dessus. Évidemment qu'à ce stade, le nuage de points est intéressant, mais pour nos utilisateurs, on est à l'écoute du terrain. Et c'est vrai qu'il manque quelques petites choses qui peuvent faciliter la vie de nos utilisateurs. Donc, du coup, ce qu'on a décidé dans la V4, qui est encore au format alpha, donc avec des bugs, quoi, elle n'est pas du tout commercialisable, mais néanmoins, je peux vous en parler. Cet algorithme automodèle, on l'a intégré dans S3D Capture, et ça veut dire qu'au moment où on démarre la numérisation, on a notre nuage de points, mais on va avoir aussi des plans vectorisés qui vont couvrir l'ensemble des murs. Ensuite, l'utilisateur pourra faire les modifications nécessaires sur cette vectorisation, déplacer un point, éliminer un point, rajouter un point, enfin voilà, il aura la main, le tout en réalité augmentée pourra suivre, et évidemment, il pourra faire des petites corrections de mesure si le cas se présente. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit lidar embarqué sur un iPad, c'est formidable, mais néanmoins, il ne sera pas précis au millimètre. Hein, ça reste une précision centimétrique. Et donc, si on veut une vectorisation complètement exhaustive, eh bien, l'appli affichera les quelques codes nécessaires à vérifier pour qu'on ait un modèle 3D fidèle à l'environnement et pour repartir avec quelque chose de précis. Ensuite, on ne s'arrête pas là. Sur cette modélisation, on va pouvoir capturer des textures photos qui seront mises en aplat sur le modèle 3D, c'est-à-dire que quand on reviendra dans notre bureau, on aura le nuage de points, son modèle vectorisé et des textures photos, comme on le ferait par exemple avec une visite 360, sauf que là, les photos sont vraiment plaquées sur le modèle 3D. Donc, ce qui est intéressant pour renseigner eh bien, toutes les informations nécessaires qu'on aura besoin de faire, et puis éventuellement en mode panoramique, de faire une petite visite virtuelle du lieu qu'on a numérisé. Et enfin, troisième chose qui nous paraissait importante, c'est de pouvoir enrichir ensuite ce modèle, parce qu'imaginez voilà, un cuisiniste qui vient numériser et qui va venir présenter à son client la future cuisine, eh bien, sur l'espace client S3D Cloud, il pourra charger son modèle 3D et en réalité augmentée sur le terrain, il pourra occulter le mur
qui est encore présent des anciens meubles, c'est-à-dire qu'on mettra un mur virtuel en réalité augmentée plaqué sur deux murs et on pourra ajouter des objets 3D sur lesquels vous avez tout à fait la main, puisqu'As 3D Cloud permettra de charger vos propres objets 3D sur cet espace et de les synchroniser en réalité augmentée. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Ça va devenir une appli qui va répondre à un certain nombre de cas d'usage, mais voilà les avancées majeures que l'on permettra de faire sur la V4 de l'application. Ensuite, juste une petite parenthèse, on a donc un service de numérisation. Donc là, on est dans un autre, voilà, une autre échelle à l'aide du chariot M6, qui est un chariot qui est commercialisé par des Allemands qui s'appellent Navis. On est capable de numériser cette fois-ci des bâtiments et des industriels, enfin des industries, parce que on a une capacité de numérisation qui peut aller de 15 à 20 000 m² jour. Donc là, nos clients sur cette partie service sont plutôt des industriels qui sont dans un processus de digitalisation, qui vont récupérer un nuage de points, qui vont récupérer une visite virtuelle. Et je ne reviendrai pas sur les avantages de la visite virtuelle, puisque tout à l'heure, Capucine les a très bien exposés. Voilà un peu tous les champs d'application de Level S3D. Donc ici, quelques références clients qui se sont servis de l'application, qui se servent de l'application et puis qui sont venus aussi nous chercher sur la partie numérisation. Et puis enfin, je finirai le dernier slide avec les contacts possibles. Donc, on a notre site internet sur lequel vous avez la possibilité de rentrer en contact avec l'équipe ou de regarder les vidéos qui se trouvent sur le site. Et évidemment, on se tient à votre disposition si vous avez des questions. Voilà pour ma part. Merci beaucoup Yannick, timing parfait. Donc n'hésitez pas de nouveau à poser vos questions dans le chat ou à les poser ensuite. Et puis on va laisser la parole à notre dernier intervenant, donc Bimeo, Eric Lerognon. Oui. Donc moi je vais vous présenter notre solution Air2Build de la société Bimeo. Bimeo est une société rennaise créée en 2016. Issu d'une expérience professionnelle dans le bâtiment, puisque moi je suis thermicien et j'ai un bureau d'études depuis plus de 11 ans. Donc c'est à partir de cette expérience que j'ai créé Bimeo sur Rennes pour déployer des outils digitaux. On est accompagné par la French Tech, la région, BPI, comme tout à chacun. On a une équipe de 6 développeurs. On a un très gros partenariat avec quelqu'un que vous connaissez bien à Clarté, qui s'appelle AM Valor. Juste pour dire qu'on travaille aussi avec Clarté, avec Alexandre Boucher et Hugues Douillet, entre autres, une équipe commerciale, et que notre premier produit qu'on a développé en 2017, c'est une plateforme collaborative. Comme son nom l'indique, Bimeo se positionne sur le digital, le BIM, et aujourd'hui, on a un process 100% collaboratif OpenBIM qui permet de visionner, collaborer, stocker et partager toute la documentation. Mais c'est de notre scan 3D dont je vais vous parler, qui utilise la même technologie que Yannick, qui est l'iPad Pro. Alors, il faut savoir que nous, on a un développement, comme Yannick, depuis 2017, à l'origine sur la technologie Tango de Google, et qui a été donc transféré sur Apple. On réalise les plans et on fait l'acquisition et la modélisation. Donc, nous, on va jusqu'à la maquette BIM, IFC, sans aucun traitement humain, dans des étapes rapide, avec la précision de la technologie, en effet, au centimètre. J'espère que la vidéo va dérouler. Ici, donc, vous avez le process tel qu'il est actuellement proposé, en ralenti. D'ailleurs, on est un petit peu pour la visibilité. Donc, on vient détecter l'ensemble de l'environnement d'une pièce, histoire de prendre des points de référence. Donc, on voit bien le process qui mèche, qui fait un maillage. Et une fois que la pièce a été reconnue, on va lancer la détection. Et pour nous, la détection, c'est une détection de plan. On vient faire en fait une boîte autour du sol, du mur, du plafond, par des plans infinis. C'est extrêmement simple, c'est extrêmement rapide. On a des outils d'aide du style des murs à 90 degrés qui sont forcés à 90 degrés. On a une capacité également de se
recaler sur des murs si on voit que la précision n'est pas suffisante. On peut aussi recaler à la main les cotes dans un process spécifique. Et on a comme particularité également de pouvoir générer des rampants. Alors ça, c'est très important parce que je sais, pour discuter avec un certain nombre de nos clients, entre autres, Magicplan ne le fait pas. Magicplan est un peu un confrère concurrent. Donc là, on fait l'ensemble des rampants, ce qui nous permet d'avoir une précision assez forte et une reproduction de tout type de bâtiment. Donc là, la pièce est faite. On a les codes qui apparaissent, 4,27 m, vous voyez à l'écran. Donc on a déjà de l'information. Et sur ces parois, on va y intégrer les ouvrants, les portes et les fenêtres. Donc là, je vais mettre le Velux. Voilà, de façon très simple, on tire une diagonale. Et on a la fenêtre qui est positionnée. On va faire pareil sur la porte. Et dès qu'un ouvrant touche le sol, c'est considéré comme une porte, sinon c'est une fenêtre. Donc automatiquement, il va être classé dans l'IFC, en IFC d'or ou en IFC Windows. Et une fois qu'on fait ça, on peut ajouter de l'information. Et l'information, c'est une photo. La photo va être prise. La photo va pouvoir être commentée. On va pouvoir mettre du dessin, du texte, etc., alimenter un flux d'informations. Et on prend autant de photos qu'on veut. Elles sont géoréférencées et elles vont pouvoir être ensuite traitées à l'intérieur du plan. Donc voilà, la photo est prise. Donc la pièce est prise, très simple, rapide, les volumes. Et ensuite, on va la nommer, on va l'assembler dans un éditeur de pièces de type construction d'impulse pour en faire un bâtiment. Je vais passer. Ça, c'est une maquette qui a été faite 100% avec notre technologie. Vous voyez qu'on a l'ensemble des pièces, l'ensemble des maîtres, l'ensemble des volumes. On a des IFC Space. Ça a été fait en moins de 15 minutes. Ce qui est assez impressionnant, là on voit les espaces, c'est exportable en IFC, les photos sont des BCF, on exporte en Excel et on exporte en PDF les plans en 2D. Les livrables sont donc les maquettes 3D, des plans en 2D, cotés avec les petits repères des photos qui permettent derrière de renseigner de l'information et de pouvoir partager. Aujourd'hui, on se situe entre le relevé manuel très classique et le nuage de points. On n'est pas en concurrence avec le nuage de points, comme le disait Yannick, qui, avec des technologies beaucoup plus précises et beaucoup plus lourdes, apporte une précision. Malgré tout, ils ont une lourdeur et un temps d'acquisition et de traitement qui est important. Nous, on est vraiment sur des phases d'avant-projet, de diagnostic, d'expertise. On va donc réaliser la captation 3D et surtout la spécificité, notre grosse valeur ajoutée, c'est qu'on génère l'IFC. Alors IFC 2X3, IFC 4, peu importe, qu'aujourd'hui dans l'ensemble des moteurs de test d'IFC, on a 0 erreur. C'est qu'on est sur une qualification très pure et avec notre plateforme collaborative, on a la possibilité d'échanger cette donnée avec toute une équipe. Donc, on a un modèle économique sur un abonnement annuel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toute personne qui télécharge l'application sur son iPad a son usage gratuit, illimité. Ce qui est payant, c'est la récupération de la donnée. Aujourd'hui, on est inscrit dans des programmes de subventions qui soient français autour de profils qui en fait une sous-partie du plan BIM 2022. Et un programme européen qui s'appelle EPC Request, qui est en fait la digitalisation du DPE. Donc on va, par ces programmes, implémenter, donc la semaine prochaine, on a une nouvelle version qui arrive, qui intègre un certain nombre d'évolutions, mais on va pouvoir s'interconnecter au logiciel. Aujourd'hui, on est déjà interconnecté à 2 logiciels d'outils thermiques qui sont Perenou et SIP. On va également être en capacité d'exporter tout ou partie de la data sous format CSV Excel. On va pouvoir y intégrer l'ensemble des éléments techniques qui peuvent être des poutres, des poteaux, des prises électriques, des radiateurs, des sanitaires. On va également
intégrer, ça on est en mode test et ça sera dans la future version, le nuage de points. Alors le nuage de points, comme l'a dit Yannick, est une donnée qui est très intéressante. Donc on intègre le nuage de points dans notre maquette pour y apporter des détails techniques, des profils, des corniches, tout ce qui peut apporter à l'architecte ou à l'entreprise des éléments de caractérisation. Ensuite, on a une fonction qui va être développée, c'est le mode cloud, où plusieurs personnes vont pouvoir interagir sur le même projet, échanger de l'information, enrichir l'information. Et on va exporter sur des formats, des documents techniques sur des formats Word pour qu'ils puissent être adaptés à son propre usage. Tout ça pour arriver à l'ensemble des cas d'usage qui sont vraiment être très importants au regard des clients qu'on a déjà chez nous. Ça va de l'audit énergétique, du chiffrage, des travaux, du diagnostic. À ce titre, il y a 10 jours, on a signé un partenariat avec ITGA, qui est le premier prestataire de services des diagnostiqueurs en France. On est aussi dans le monde de la déconstruction, on a quelques partenariats avec des grands donneurs d'ordre et également sur le suivi de chantier avec une fonction qu'on va mettre en test sur un hôpital dans le Morbihan qui va être l'autocontrôle en fin de chantier. Voilà toutes nos offres de services autour d'Air2Build. Notre solution, donc Bimeo, c'est 2 marques, hein, donc Air2Build pour le scan et Data2Build pour notre plateforme d'échange et notre espace de récupération des informations. Vous avez toutes les informations disponibles sur notre site bimeo.fr. Je vous invite à aller voir. Et voilà, je pense que j'ai été dans le timing nécessaire. Aussi. Non, parfait, il est midi. Merci beaucoup, Eric. Ce que je propose peut-être, c'est de laisser maintenant la parole aux participants qui auraient des questions sur l'une ou l'autre de ces 3 solutions. Peut-être voilà, sur la compatibilité avec leur process actuel, sur les niveaux de précision attendus, sur peut-être le business model. Enfin voilà, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à prendre la parole en live. Hein, on devrait se débrouiller. Donc voilà, la parole est à vous. Oui, bonjour, moi c'est Jérémy Doniol de l'entreprise Poupin. Bonjour. J'ai une petite question au niveau de la précision. Vous aviez dit qu'au niveau de la précision, on n'atteint pas les millimètres près de ce que j'ai compris. C'est plus destiné en fait à de l'avant-travaux pour les cabinets d'architectes. Là, vous posez la question à Eric de Bimeo? Ouais, de la dernière présentation, oui, tout à fait. D'accord. Alors, il faut savoir, oui, alors je vais répondre. Il faut savoir que le capteur annonce une précision à 5 mm. Donc, c'est déjà une donnée. Il faut savoir aussi que la technologie, alors Yannick disait 6-7 mètres, nous on a qualifié à 5 mètres. Au-delà de 5 mètres, on a une dérive très forte du process. Donc, mais par contre, comme disait Yannick, on peut se déplacer, c'est-à-dire que ça ne limite pas le volume, mais au-delà de 5 mètres, vous divergez très fortement. Donc, notre process, nous, comme tous ceux qui utilisent la tablette, on annonce au centimètre, parce que à annoncer moins, c'est peut-être un peu prendre des risques. Par contre, dans notre process, on a 2 capacités à corriger. C'est-à-dire qu'on est en capacité, quand on a scanné la pièce, de venir, si on considère que la précision n'est pas suffisante, de venir coller, on appelle ça un recalage, des parois virtuelles sur les parois réelles. Vraiment, on va étendre au juste nécessaire notre boîte sur les murs. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est quand on est dans le mode assemblage, c'est-à-dire qu'on va faire notre pulse, etc., on peut prendre la main sur une cote. C'est-à-dire qu'on peut prendre le laser et dire cette cote, elle fait 125 mm, et on vient mettre dessus, on vient déformer le plan qu'on a fait pour le mettre à 125, et là, on a la valeur juste. Donc, on est bien dans un process itératif qui va partir du centimètre et qui va progressivement donner la possibilité à ceux qui le veulent et qui veulent aller sur la précision à apporter cette précision. Je pense que j'ai répondu à votre question. Oui, très bien. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions également? Bonjour, Bonjour. je suis Mathieu du cabinet BRT IFG Cofixi, cabinet de géomètre expert. Oui. Je m'adresse à la société Level S3D. J'avais une question à propos du nuage de points. Je voulais savoir quelle était la résolution du nuage de points. Quelle était la maille entre différents nuages de points, entre différents points du nuage, pardon. Donc la résolution du nuage de points, Level S3D, oui. La résolution, alors, vous voulez dire entre... Bah oui, l'espacement entre deux points, en vertical et en horizontal. Oui, le LIDAR, nous, la possibilité... On vous entend mal, Yannick, ça... c'est haché. Alors, Ouais. je vais essayer de plus fort. Vous m'entendez plus? On vous entend bien, mais c'est un petit peu saccadé, ouais. Ah, c'est saccadé, d'accord. Le LIDAR en bas dans la photo nous donne un point tous les 2 cm. Alors, on a entendu un point tous les 2 cm. Et là, on ne vous entend plus. Je ne sais pas si vous avez des écouteurs ou pas. Parfois, c'est ce qui peut provoquer un petit peu Oui, exactement. Ouais, j'ai mes AirPods. Est-ce que... Si vous repassez sur le... Donc... Ouais, là, ça ne fonctionne pas. Non, on ne vous entend pas. Moi, je peux apporter une réponse parce qu'on a une partie, nous on intègre un nuage de points aussi, mais on a pris le pari de faire en micro nuage de points parce qu'il y a des moments où on n'a pas besoin de tout. Et en fait, la quantité de points, elle est fonction de le temps que vous allez rester. Et vous pouvez superposer autant de points que vous le voulez. Il n'y a pas un filtre. Après, c'est les différentes technologies vont apporter un filtre parce qu'à un moment donné, des points sur des points, ça ne sert à rien. Mais vous pouvez avoir un point tous les 2 mm si vous le souhaitez. Oui, alors nous, effectivement, comme on a un petit peu d'expérience sur le nuage de points, on ne tend pas à surcharger le nuage, donc on limite un peu les choses. Effectivement, après, on pourra donner la possibilité à l'utilisateur d'augmenter cette résolution s'il le souhaite. Après, voilà, avec notre expérience, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent en fait. Parce que de toute façon, le LIDAR, la précision du LIDAR dans un nuage de points, si je prends l'exemple d'une plainte, on l'aura, mais ça dépendra de son épaisseur, effectivement. Donc, voilà, je serais assez prudent là-dessus. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, le nuage de points qu'on utilise et pour savoir ce que nos utilisateurs en font, ils sont tout à fait capables, à partir du nuage de points, de tracer leur plan et les détails suffisants. D'accord, merci bien. Merci, merci Eric, merci Yannick. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'une des 3 solutions à nouveau? Sur la précision, sur peut-être des fonctionnalités à éclaircir, sur l'intégration dans vos process actuels aussi, ça c'est quelque chose qui peut interpeller aussi. À nouveau, Monsieur Deniol, j'ai une petite question sur la clientèle, enfin sur la typologie de clientèle pour les différentes solutions. Vous travaillez avec qui, par exemple, actuellement? Je vais d'abord, écoutez, Maxime, IMAPER, est-ce qu'on peut avoir une idée de vos clients? Oui, complètement. Alors, nous, les types de clients, on va avoir des architectes d'intérieur, des entreprises qui font plein de rénovations de petits appartements comme Mon Concept Habitation ou Little Worker. Maître d'œuvre, dès lors que les gens font de la conception, généralement, sur les logiciels que j'ai cités, généralement, ils aiment bien la solution. Après, on a un nouveau segment qui est en train de s'ouvrir avec les cuisinistes et les menuisiers, parce que comme on arrive à descendre à des précisions très élevées, parce qu'en fait, on ne prend pas beaucoup de points, mais donc on a le temps, entre guillemets, de les prendre, et ça nous permet d'avoir une très bonne précision. L'outil les intéresse pas mal. Aussi les fenêtriers, parce qu'il y a des enjeux de fiabilité, et comme il est assez simple à utiliser, ça
ça permet d'enlever les erreurs. Et après, les personnes avec qui ça marche pas trop, ça va être tout ce qui est diagnostiqueur, artisan et agent immobilier, où en fait il n'y a pas trop d'enjeux de précision sur les plans, et donc il y a d'autres solutions, dont le télémètre et le papier et le crayon, qui finalement sont pour ce type de besoin plus efficaces. Merci. Eric, est-ce qu'on peut avoir aussi une idée de la typologie de vos clients? Oui, alors nous comme je l'ai dit en introduction, moi je suis thermicien, énergéticien, donc cette population m'intéresse, et ça a été la première cible puisqu'on a connecté avec l'ensemble des outils d'audit, excusez-moi. Au fur et à mesure qu'on a avancé, on s'est aperçu que les cas d'usage étaient de plus en plus forts. Donc, comme j'ai annoncé, on est dans le monde du diagnostic un peu référent, parce qu'avec ITGA, on est partenaire et on va intégrer notre solution dans leur système de Bat-in-Box et Diag-in-Box. On est également dans les entreprises de travaux. On est aujourd'hui en test très approfondi chez Nexity au niveau national, qui sont très intéressés. On est également avec des bailleurs sociaux qui ont besoin de relever de l'information très rapidement pour aller la remonter au bureau d'études ou pour aller faire du chiffrage. Donc on est avec I3F, entre autres. On est avec des entreprises plus de plaquistes. On va participer au séminaire des plaquistes de la CAPEB qui aura lieu à Lyon au mois de juin. Donc, en fait, on s'aperçoit que les usages sont assez diversifiés. Alors, je vous invite à venir le 23 et le 24 juin au BIMworld pour voir toutes nos applications à Paris. Faites-vous plaisir, sortez de nouveau et faites les salons comme on les faisait avant. Merci Eric. Et Yannick également, est-ce qu'on peut avoir une idée? Oui, moi je rejoins un peu mes deux confrères, c'est-à-dire que nous principalement c'est les architectes, toutes les agences de rénovation et beaucoup les bureaux d'études, avec notamment OT Technologies il n'y a pas longtemps, ils ont fait beaucoup de scans de sous-stations. Les diagnostiqueurs, puisque comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on peut vraiment enrichir la maquette ou le nuage de points avec des informations pertinentes. Et puis dans le cadre du programme Profil, effectivement, on est amené à travailler avec des bailleurs sociaux comme Sequence, qui, comme l'a expliqué Eric, sont très, très en appétit de pouvoir capter l'information assez rapidement et surtout de manière autonome. D'accord. Merci, merci à tous pour vos réponses. Jérémy, du coup, est-ce que ça répond à... Oui, ouais, très bien. Jérémy qui est une menuiserie, donc je pense voilà, que vous êtes effectivement dans la cible. Ouais, non, c'est vrai que c'est vraiment hyper intéressant, quoi. On imagine bien des conducteurs de travaux sur le chantier ou des commerciaux qui ne sont pas trop à l'aise avec les prises de cote à utiliser ce genre d'outils. Après, avoir effectivement avec chaque solutionneur comment l'outil peut éventuellement être testé, est-ce qu'il y a des démonstrations possibles, je ne sais pas, voilà, si c'est des choses... Je me permets justement de rebondir. Donc nous, on a une offre d'essai 15 jours gratuit. Donc pour ceux qui... Là, il faut un iPad. Et dans le mois de juin, on s'équipe d'iPad et on fait une offre découverte avec envoi d'iPad pendant 15 jours pour ceux qui ne seraient pas décidés. Donc ça, c'est quelque chose, on prend le risque, hein, il y a un risque, on le sait, mais je pense qu'on a besoin de démocratiser l'outil et de donner envie. Donc pour ceux qui ça intéresse, il faut à ce moment-là se manifester pour être dans la liste d'attente de nos iPads qu'on enverra. Ce qu'on va faire de toute façon, c'est qu'on va transmettre vos coordonnées à tous les trois aux participants qui pourront prendre contact directement avec vous si effectivement des démonstrations des tests sont possibles. Je pense que ça peut en intéresser plusieurs. Donc, on transmettra à l'issue de la présentation et vos coordonnées à chacun. Y a-t-il une ou deux questions encore? Avant qu'on clôture ce webinaire. Alors j'en profite pour donner une réponse pour la partie test. Nous on a un système où les gens peuvent l'essayer pendant un mois et si ça leur plaît pas, ils peuvent nous le renvoyer. Et donc pour l'instant on n'a pas encore eu de retour. Mais donc ça permet de tester sans risque
l'outil et de voir s'il s'adapte à vos process. Et voilà. Super, merci. Merci également, Maxime. Oui, du coup, je me permets de compléter. Nous aussi, évidemment, on peut tester l'appli avec le matériel. On a une offre de 7 jours, mais qui nous est arrivé de prolonger parce que parfois, c'est un petit peu court. Mais voilà, évidemment, on teste le matériel, on teste l'appli. Et on a un système d'abonnement qui est illimité de la même façon. On peut scanner autant de fois qu'on veut. Et c'est une fois qu'on récupère les données que effectivement on paye le prix. Mais sinon, on peut scanner autant de fois qu'on veut avec l'application. D'accord, super. Merci à tous les trois également pour ce complément d'information. On ne va pas vous retenir plus longtemps, il est 12h15. On va vous transmettre comme convenu la présentation, le lien du replay peut-être un petit peu plus tard, la semaine prochaine je pense, et puis également en tout cas dans l'immédiat les coordonnées de nos 3 intervenants. N'hésitez pas à revenir également vers Laura ou moi-même si vous avez des questions sur plus générales peut-être aussi au-delà de ces solutions sur la réalité virtuelle, réalité augmentée. On peut continuer d'échanger ensemble sur l'accompagnement que peut vous proposer Clarté également dans ce type de projet de mise en place. En tout cas, un grand merci à nos 3 intervenants pour ces présentations avec un timing respecté à la minute près. C'est pas évident, donc bravo d'avoir tenu cet exercice. Et puis merci également à vous tous d'avoir été présents. Et donc on vous envoie tout ça dans l'après-midi et puis le replay au plus tard la semaine prochaine.